Chers collègues, chers amis transméditerranéens, mesdames et messieurs, bienvenue dans les jeudis scientifiques d'Astarté, organisés, comme vous savez bien, par l'association transméditerranéenne Femmes et Cancer du sein Astarté et en collaboration avec l'Université pour la Méditerranée. Notre thème ce soir, on est le 2 septembre 2021, notre thème est autour du cancer de l'ovaire, une mise au point du diagnostic au traitement, un partenariat très précieux, très symbolique et hautement apprécié avec l'hôpital universitaire Hôtel de Dieu ou Hôtel Dieu de France à Beyrouth. Je vais laisser sans tarder la parole au professeur David Attallah, au docteur Nadine El-Kassis de l'Hôtel Dieu de Beyrouth, Hôtel Dieu de France à Beyrouth, pour poursuivre la modération de cette soirée. Donc, je vais juste demander, si c'est possible, de couper vos portables. Voilà. David, Nadine, the floor is yours. Merci beaucoup, Anas. Je remercie Astarté pour cette opportunité. Ça fait partie dans le courant de la pensée, de partage et d'échange transméditerranéen. Donc, l'Hôtel Dieu a eu l'opportunité aujourd'hui de parler, on nous a demandé de parler sur le cancer de l'ovaire. On a pensé réunir une équipe pluridisciplinaire sur le cancer de l'ovaire, commençant par l'imagerie, la chirurgie, arrivant jusqu'au traitement en passant par la génétique et la génomique. Donc, vous allez comprendre un peu, en 1 heure de temps, il y aura un quart d'heure par présentant, un petit survol sur le cancer de l'ovaire. Aujourd'hui, vraiment, je voudrais accueillir et remercier le professeur Michel Hrssein pour sa présence. C'est un des piliers d'Astarté. Michel, c'est un frère, c'est un ami, c'est quelqu'un de précieux. Nous avons la chance de l'avoir à l'Hôtel Dieu. Nous avons la chance de l'avoir toujours à côté de nous. Vraiment, c'est le Rolls-Royce de l'IRM. C'est vraiment une personne exceptionnelle. Merci d'être là, Michel. Donc, Nadine, je te laisse la parole. Je te laisse présenter les radiologues. La parole est à toi, Nadine. Bonsoir tout le monde, merci pour cette opportunité. Donc, professeur Sen et Dr Anna Rehben, deux radiologues de notre hôpital universitaire, Hôtel Dieu de France, qui sont spécialistes en imagerie de la femme, sein et pelvis. Ils vont donc nous présenter aujourd'hui leur présentation. Ça sera à propos de l'ORADS en échographie. Donc, la parole est à vous. Tu peux partager l'écran, là, s'il te plaît. Oui, d'accord, je le fais. Bonsoir tout le monde. Donc, moi, je me présente, Rana Rehban, je suis radiologue à l'Hôtel Dieu de France. Ce soir, je vais vous parler de la classification ORADS en échographie. Tu peux mettre slideshow, s'il vous plaît. Oui, une seconde. Oui. C'est bon? Ouais. Parfait. Donc, moi, je vais parler ce soir de la classification, la nouvelle classification, si on peut dire, des masses annexielles en échographie, la classification ORADS. Donc, pour introduire comment on est arrivé à cette classification, en 2015, en été 2015, il y a eu un comité sous la supervision de l'American College of Radiology qui voulait créer un langage standardisé, un lexique standardisé pour la description en imagerie des caractéristiques des masses annexielles et pour faire sortir, comme en BIRADS, une classification, une stratification basée sur le risque de malignité de la masse annexielle.
puisque l'échographie est l'imagerie de première intention et l'IRM est l'imagerie de deuxième intention, c'est-à-dire le problem solving tool. Il y a eu dans cette initiative internationale multidisciplinaire, il y a eu 2 groupes et qui ont travaillé en parallèle sur 2 classifications, l'une en échographie et une en IRM, mais qui soient bien sûr cohérentes. Donc moi, ce soir, je vais juste parler de la classification en échographie. J'espère qu'on aura d'autres occasions pour parler de la classification en IRM. Donc, c'était quoi le but de cette classification? C'était en fait d'améliorer la communication entre le médecin référent, qui est souvent le gynécologue, et les radiologues, d'avoir un langage qui est plutôt universel, limiter cette variabilité qui existe dans le langage, dans les comptes rendus, et ceci pour pouvoir avoir une bonne prise en charge des masses annexielles. Donc, les enjeux, c'était d'éviter d'opérer les masses bénignes, surtout chez les femmes en âge de procréation et ce qui peut être délétère sur la fertilité. Et c'était aussi de pouvoir détecter le plus tôt possible les masses qui peuvent être malignes ou borderline, puisque, comme vous le savez, le principal facteur de survie d'un cancer de l'ovaire, c'est la chirurgie R0. Donc, en gros, on a créé un set de termes qui peuvent être utilisés dans un compte rendu pour décrire les caractéristiques en imagerie d'une masse. Et à partir de ce lexique, lexique standardisé, on a obtenu la classification, qui est une classification selon le risque. Maintenant, en fait, pour utiliser, il faut mentionner que pour choisir les termes, le comité il a insisté sur la fréquence d'utilisation des termes et il a insisté sur l'utilité de ces termes en se basant sur la littérature. Donc, il fallait un consensus de minimum de 80% pour inclure les termes dans ce langage standardisé que je vais vous montrer là tout de suite. Donc, le langage, il est divisé en 6 catégories selon les critères. En fait, premier critère, c'est quand on voit une masse annexielle, déjà au début, en premier, il faut décrire est-ce qu'elle est kystique, est-ce qu'elle est solide. Si elle est kystique, est-ce qu'elle est uniloculaire ou bien multiloculaire. Si elle est kystique, uniloculaire ou multiloculaire, est-ce qu'elle contient une portion solide. Donc là, c'est le premier critère avec 5 catégories majeures. Deuxième critère, qui est très important aussi pour aboutir à la classification, c'est la taille de la lésion, le diamètre maximal de la lésion, parce qu'après, on va voir, il y aura un cut-off de 10 cm. Donc, diamètre maximal, au mieux, si on peut, il faut mentionner le diamètre maximal et le diamètre perpendiculaire. Et quand il y a une portion solide, il faut toujours mentionner la taille maximale, le diamètre maximal de la portion solide. Troisième critère, c'est quand on est devant une masse solide ou bien solid appearing, parce que vous savez, en échographie, parfois, on a l'impression qu'elle est solide, mais on n'est pas très sûr parce que le Doppler n'a pas la même sensibilité que l'injection en IRM. Donc, quand on est devant une lésion solide ou solid appearing, ce qui est très important de décrire, c'est les contours externes. Il faut regarder les contours externes. Est-ce qu'ils sont lisses ou bien ils sont irréguliers? Deuxièmement, moins important bien sûr, c'est le contenu. Est-ce qu'elle est hypoéchogène, isoéchogène, hyperéchogène? Est-ce qu'il y a des calcifications, une atténuation postérieure, etc. Quatrième critère ou catégorie, c'est quand on a une lésion kystique, il faut toujours regarder, ce qui est important pour la classification, c'est de regarder la paroi interne. Est-ce que cette paroi est lisse? Est-ce qu'elle est irrégulière? Est-ce qu'elle contient des végétations, les papillary projections, comme on dit en anglais, ou bien des calcifications? Et là, en fait, la définition d'une végétation, c'est quoi? C'est une composante solide qui va sortir de la paroi interne, qui va avoir une protrusion à l'intérieur de la cavité et dont la hauteur doit être supérieure ou égale à 3 mm. Sinon, si c'est inférieur, on va juste parler d'irrégularité de la paroi. Après, la paroi interne,
les contours énormes de la paroi, on a en fait le contenu du kyste, c'est très important. Est-ce qu'il est anéchogène? Est-ce qu'il est hyperéchogène? Est-ce que c'est homogène avec faible échogénicité, avec aspect envers dépoli? On va voir après à quoi ça va aboutir comme diagnostic. Et est-ce qu'il y a des cailloux? Est-ce qu'il y a des niveaux hydrohydriques, des niveaux avec de la graisse, etc. Donc là, dans ce cas-là, il y a 3 lésions qui sont très classiques, qui ont des descriptifs vraiment, quand c'est typique, on dit c'est tout à fait bénin. C'est le kyste hémorragique, l'endométrium et le kyste dermoïde. On va voir là tout de suite. 5e critère et catégorie qui est très important, surtout dans les masses solides et dans les masses multiloculaires, c'est la vascularisation. Et là, ils se sont en fait basés sur le score subjectif qui a été proposé par le groupe IOTA. Et ce score, c'est un score de 1 à 4 avec 1 pas de flux, 2 flux minimes, 3 flux modérés et 4 flux importants. Et je vous rappelle que là, on parle de la portion solide ou bien des septa, si c'est une masse multiloculaire, kystique multiloculaire. 6e et dernier critère, après qu'on ait décrit toutes ces en fait, la vascularisation, tout ce qu'il y a dans une masse, il faut regarder autour de l'ovaire. Est-ce que la masse qu'on voit, est-ce qu'on voit l'ovaire qui est séparé de cette masse ou bien non? Si oui, est-ce que cette masse, elle a les critères d'un pseudokyste péritonéal, d'un kyste para-ovarien ou bien d'un hydrosalpinx typique? Est-ce qu'il y a du liquide dans la cavité? Il faut voir s'il y a du liquide. Le liquide, on l'appelle acide quand il dépasse le fundus de l'utérus ou bien il dépasse le dôme de la vessie quand l'utérus est rétroversé. Ou bien on dit liquide dans le cul-de-sac quand le liquide ne dépasse pas le fundus et est localisé entre la vessie et l'utérus. Enfin, il faut regarder le péritoine. Est-ce qu'il est épaissi ou bien est-ce qu'il y a des nodules et le mentionner. Donc là, ça, c'était le lexique. Quand on voit une masse ovarienne ou une masse annexielle, il faut cocher toutes ces catégories-là. Dès qu'on a tout coché, on peut avoir des descriptifs de cette masse et là, on peut la classer. Donc là, on arrive à la classification ORADS, qui est une classification de 0 à 5 selon le risque croissant de malignité. Je détaille cette classification. En fait, ORAD 0, c'est quand on n'a pas, en fait, quand l'échographie n'est pas conclusive. Soit on n'a pas pu faire une bonne échographie parce qu'il y avait des gaz, soit que la patiente n'a pas toléré l'examen endovaginal, soit que la masse est trop grosse, ne peut être caractérisée en échographie. Donc, dans tous ces cas-là, il faut s'arrêter, il faut dire ORAD 0, je répète l'échographie une autre fois, ou bien je vais demander une autre modalité, souvent c'est l'IRM. ORADS 1, c'est quoi ORADS 1? C'est l'ovaire normal. Un ovaire normal chez une femme en préménopause, c'est un ovaire qui contient des follicules et un ou plusieurs corps jaunes. La définition d'un follicule, tout le monde le connaît, c'est une image kystique uniloculaire à contenu anéchogène qui est de taille inférieure à 3 cm. La définition du corps jaune, c'est une masse kystique à paroi épaissie avec importante vascularisation en cocarde et le contenu, il peut être hypoéchogène ou hyperéchogène. La taille doit être inférieure à 3 cm. ORADS 2, c'est le risque de malignité qui est à peu près inférieur à 1%, donc c'est à peu près toutes les lésions bénignes. Dans cette catégorie, on a 3 sous-catégories. Première sous-catégorie, c'est les kystes simples, donc kystes simples donc inférieurs à 3 cm, 3 à 5 cm, inférieur à 3 cm, chez la femme en préménopause, c'est un follicule. Après la ménopause, on va considérer que c'est un kyste d'inclusion, on ne fait rien. 3 à 5 cm, après la ménopause, il faut faire un contrôle. Avant la ménopause, rien.
à partir de 5 jusqu'à 10 cm, on peut toujours dire que c'est bénin, mais vaut mieux contrôler dans 3 cycles parce que le plus souvent, c'est un kyste fonctionnel qui va disparaître. Deuxième sous-catégorie, c'est les kystes non simples en fait. Les kystes non simples, c'est-à-dire il n'est pas tout à fait anéchogène à l'intérieur, il peut contenir des septa qui sont incomplets, il peut contenir un contenu qui est écogène, mais pas tout à fait, pas tout à fait évoquant un endométrium ou bien un kyste fonctionnel hémorragique. Donc, à ce moment-là, on va dire non simple, mais pourvu qu'il soit inférieur à 10 cm, on va le considérer comme bénin. S'il est moins que 3 cm, on considère que c'est un follicule hémorragique, on ne fait rien en préménopause. En postménopause, on va faire un contrôle dans 1 an. Entre 3 et 10 cm, on contrôle parce qu'on va considérer que c'est quelque chose de fonctionnel qui va disparaître. Et il faut faire une IRM en postménopause. Troisième sous-catégorie, c'est les lésions classiques bénignes qu'on va voir là tout à l'heure, qui sont typiques. Le kyste hémorragique fonctionnel typique, le kyste dermoïde typique inférieur à 10 cm, l'endométrium typique moins que 10 cm, le kyste para-ovarien simple, le pseudokyste péritonéal et l'hydrosalpinx typique. Donc, pardon. Donc, le kyste hémorragique typique, c'est quoi? C'est en fait un kyste qui va avoir une des 2 formes suivantes. Soit il va contenir un aspect réticulaire, c'est-à-dire un aspect, en français, on dit en maille de filet. Soit il va contenir un caillot qui est rétractile. Ce kyste, normalement, s'il est inférieur à 5 cm, on ne fait rien avant la ménopause. Après la ménopause, il faut bien sûr adresser un gynécologue ou faire une IRM. Quand c'est plus que 5 cm et moins que 10 cm, on va faire un contrôle dans 3 mois parce que normalement, ça doit disparaître. Si ça ne disparaît pas ou ça augmente de taille, c'est à ce moment-là, il faut faire appel à un spécialiste et faire une IRM. Il en est de même en postménopause. Deuxième lésion typiquement bénigne, c'est le dermoïde typique, moins que 10 cm. C'est en général une formation kystique hypoécogène qui contient une structure hyperécogène atténuante avec un piqueté hyperécogène ou bien des boules graisseuses flottantes hyperécogènes. Quand c'est inférieur à 10 cm aussi, on va dire que c'est typique. Si on n'est pas, parce que ce n'est pas toujours le cas en fait, ce n'est pas toujours l'aspect typique, si on n'est pas très sûr du diagnostic, on peut contrôler dans 8 à 12 semaines, c'est-à-dire dans 3 mois, pour avoir plus de confiance dans notre diagnostic. Mais en général, ces lésions-là, c'est le gynécologue qui décide. Parfois, on les enlève en pré- ou en post-ménopause. Si on ne veut pas les enlever, il faut toujours les suivre et les contrôler. Troisième lésion typiquement bénigne, c'est l'endométrium. En fait, l'endométrium, il y a un aspect typique envers des polypes, un contenu très homogène, de faible écogénicité. Il n'a pas de parois et c'est la même conduite à tenir que le dermoïde. Si on n'est pas très confiant du diagnostic, on peut répéter l'échographie. Sinon, en fait, c'est au gynéco de décider. Il veut le suivre de temps en temps ou bien il veut l'enlever et c'est en fonction de la clinique et tout. Le kyste simple para-ovarien, c'est souvent un kyste qui est séparé de l'ovaire, qui va se déplacer indépendamment de l'ovaire quand on déplace la sonde. En général, ces kystes-là, on ne fait rien quand c'est avant la ménopause. Après la ménopause, vaut mieux le contrôler dans 1 an. Et je signale que c'est un kyste anéchogène, le contenu est anéchogène, la paroi est fine, pour dire que c'est para-ovarien typique. Le kyste péritonéal typique pseudokyste, c'est c'est des kystes qui contiennent des septa qui parfois peuvent contenir l'ovaire, qui vont mouler les organes adjacents et qui sont en fait compressibles à la sonde en échographie endovaginale. Le management, on le laisse au gynéco, c'est lui qui décide. Il en est de même de l'hydrosalpinx qui va avoir la forme d'une structure tubulée para-ovarienne avec septa incomplet ou aspect en roue dentée à contenu anéchogène, sinon on va dire hématogène
hématosymphinx. Et le gynéco décide de la prise en charge. Troisième catégorie, c'est les low risk, c'est-à-dire les 1 à 10% de risque de malignité. C'est tout ce qu'on a vu avant dans le cas bénin, mais plus que 10 cm. Et en plus, il y a le kyste uniloculaire avec paroi irrégulière, c'est-à-dire pas de végétation, juste une paroi irrégulière. Les kystes multiloculaires avec paroi fine inférieure à 10 cm avec vascularisation minime ou modérée des septa. Et cinquièmement, c'est les lésions pseudo-solides, solid appearing, sans vascularisation au Doppler couleur. Et dans ce cas-là, en fait, la catégorie 3, il faut faire une IRM, il faut que le gynécologue décide du management en pré- et en post-ménopause. Donc là, je vous montre quelques cas. En fait, c'est les images de l'ACR. La deuxième cas ici, c'est uniloculaire avec irrégularité de la paroi. Vous voyez, c'est inférieur à 3 mm la hauteur, donc on ne dit pas végétation, on dit irrégularité de la paroi. Ici, les kystes multiloculaires avec des septa qui sont vascularisés, mais pas vraiment une importante vascularisation. En bas, c'est les solid ou solid appearing lesions avec sans vascularisation. Catégorie 4, c'est le risque intermédiaire. Ici, on a 7 lésions. C'est en fait une lésion multiloculaire sans composante solide, mais qui est supérieure à 10 cm. Les lésions multiloculaires avec paroi fine et régulière, mais avec une très importante vascularisation des septa. Les multiloculaires avec irrégularité des septa ou de la paroi. Les uniloculaires avec 1 à 3 végétations, ou bien les uniloculaires avec portions solides, portion solide, mais qui n'est pas une végétation. Les multiloculaires avec composante solide et une vascularisation de 1 à 2, c'est-à-dire très légère ou qui n'existe pas. Et enfin, les masses solides avec contours externes lisses, avec une vascularisation faible ou modérée. Je vous montre les exemples de la catégorie 4. Donc, multiloculaire, plus que 10 cm, comme celle qu'on a vue dans la catégorie 3, mais plus que 10 cm. Multiloculaire avec n'importe quelle taille, avec septa fin et paroi fine, mais avec une haute vascularisation, une importante vascularisation des septa. Multiloculaire avec irrégularité de la paroi ou des septa. Uniloculaire avec 1 à 3 végétations, uniloculaire avec portion solide sans végétation, multiloculaire avec portion solide et une vascularisation faible. Et enfin, les solides avec vascularisation faible à modérée. Enfin, la catégorie 5, c'est tout ce qui est kyste uniloculaire avec plus que 4 ou plus végétation, multiloculaire avec portion solide de n'importe quelle taille et une vascularisation modérée à importante, masse solide avec irrégularité des contours, quelle que soit la vascularisation, masse solide avec contours lisses et une très importante vascularisation et la présence d'acide ou de nodules péritonéaux. Dans ce cas-là aussi, c'est le gynéco qui décide. Je vous montre là en haut plus que 4 végétations, en bas multiloculaire avec composante solide mais une importante vascularisation, 3 à 4, modérée à importante, masse solide avec importante vascularisation, masse solide sans ou avec vascularisation mais avec irrégularité de la paroi, et enfin la présence de nodules péritonéaux. Donc, je ne sais pas si j'ai dépassé le temps. En fait, là, c'est la dernière diapo pour résumer un peu. Donc, quand on voit une masse ovarienne, déjà, quand on regarde les ovaires, il faut voir s'il n'y a pas de masse. On dit ovaire physiologique, il y a un follicule, il y a des follicules, il y a des corps jaunes, etc. On classe ORADS 1.
Sinon, quand on voit une lésion, on va voir si c'est une lésion qui a les caractéristiques d'une masse classique bénigne. Donc, les 6 qu'on a vus, les 3 à l'intérieur de l'ovaire, kyste hémorragique, fonctionnel, dermoïde, endométrium, les 3 en dehors de l'ovaire, hydrosalpinx, pseudokyste péritonéal et kyste para-ovarien. La conduite à tenir sera dépendante de la taille et de le statut ménopausier. Sinon, si ce n'est pas une lésion classique bénigne, on va se demander si c'est une lésion solide ou kystique. Si elle est solide, il faut regarder les contours externes. Si elle est irrégulière, c'est très suspect. Sinon, on regarde la vascularisation. Quand elle est kystique, on va se demander si elle est uni ou multiloculaire, si elle contient oui ou non une portion solide. Dans les multiloculaires, il faut regarder les septa, s'ils sont irréguliers, oui ou non. Il faut regarder la vascularisation de la portion solide. Dans les uniloculaires, c'est très important de voir s'il y a des végétations et de les compter. Et après, il faut voir le contenu de la masse et sa taille. Merci beaucoup. Voici les références. Merci Rana. C'est un excellent exposé. Partagez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Rana. Rana, il faut les partager. Je départage? Oui, oui. Oui, d'accord. Merci. Donc, on va passer à la présentation suivante qui sera présentée par professeur David Atala, qui est le chef de département de gynécologie obstétrique à l'Hôtel Dieu de France et qui est professeur à la faculté de médecine de l'Université Saint-Joseph. Donc, il va nous parler des principes chirurgicaux dans les cancers de l'ovaire. Donc, la parole est à toi. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt là-dedans. Donc, en fait, je vais être assez rapide. Je vais faire un petit survol en 15 minutes, même un peu moins, sur la prise en charge chirurgicale, sur les principes du traitement chirurgical du cancer de l'ovaire. Donc, historiquement, le cancer de l'ovaire, il y a beaucoup de chirurgiens qui se sont rendus compte de cette entité qui s'appelle le cancer de l'ovaire, dont le Sir Thomas Spencer Wells qui a publié un livre en 1882 sur le cancer de l'ovaire et sur l'importance, l'association avec ce cancer des implants péritonéaux et de l'acide. Et il dit « Surgeons stood and trembled on the brink of ovarian waters ». Ovarian waters, c'est-à-dire l'acide qui est associé avec la carcinose ovarienne. Ces patientes-là, en 1870, quand le chirurgien ouvrait le ventre pour voir qu'est-ce qui se passait à cause d'un ballonnement très important et d'une occlusion, il y avait l'eau qui sortait, donc il n'y avait pas de moyen diagnostique, et ces patientes mouraient dans des situations catastrophiques parce que ça ne cicatrisait jamais. Il y avait des problèmes d'éviscération et vraiment, c'était des patientes qui finissaient très mal. Donc, et jusqu'à il y a une cinquantaine d'années, la carcinose, c'était une contre-indication chirurgicale, c'était fini, c'était un arrêt de mort. Donc, mais avec le temps, avec la technologie et une meilleure compréhension de cette pathologie, et au bout de ces 120 années, vous imaginez que le paradigme a changé. Et on sait très bien que la cytoréduction complète et la résection complète de la carcinose, on ne peut pas être fantaisiste en laissant un peu de carcinose en disant que la chimio va tout traiter. Il faut tout réséquer, R0, tout ce qui est visible. C'est le facteur pronostic le plus important dans cette maladie. Donc, il y a 2 seuils très importants et il y a 2 jalons très importants qu'il faut évaluer et qu'il faut passer. Premièrement, il faut sélectionner les patientes pour qui on peut faire une chirurgie de cytoréduction complète, parce que vous savez très bien, très fréquemment, le cancer de l'ovaire survient dans la majorité des cas en un stade avancé avec une carcinose et un essaimage intrapéritonéal. Deuxièmement, il faut se trouver une bonne institution où on a un gynécologue-oncologue qui est spécialisé dans la chirurgie de carcinose de surface, pas seulement un gynécologue-oncologue, spécialisé dans la carcinose de surface, une équipe multidisciplinaire allant du radiologue jusqu'à l'intensiviste, passant par le réanimateur et l'anesthésiste, donc qui vont prendre en charge cette maladie. Ça, c'est classiquement donc, le schéma classique d'un cancer de l'ovaire, d'une patiente qui a un cancer de l'ovaire, chez qui on diagnostique qui a des symptômes, on diagnostique le cancer,
On fait soit une chirurgie première, soit pour une raison ou pour une autre, une chirurgie d'intervalle, après chimiothérapie. Puis, la patiente est en rémission. On essaye de faire prendre une consolidation thérapeutique pour essayer de limiter la rechute. Mais on sait très bien que malheureusement, dans le cancer de l'ovaire, 80% de ces patientes, quoi qu'on fasse, vont récidiver, vont rechuter dans les 2 années qui vont suivre. Et cette rechute est plus ou moins prolongée, associée à 2 facteurs très importants. Premièrement, la résection R0, qui est très importante. Et deuxièmement, l'agressivité, la chimiosensibilité de la maladie. Si vous vous trouvez avec une maladie qui est platinum sensible, donc comme la majorité des cancers de l'ovaire, avec une cytoréduction complète, vous êtes en train de prolonger cet intervalle de rémission. Puis on a la récurrence, malheureusement. Alors, classiquement, on recommence par des premières cures de chimio, deuxième cure de chimio, troisième cycle, quatrième cycle, et puis éventuellement soit une tentative de cytoréduction, et puis la patiente va finir par mourir dans des situations d'occlusion intestinale et de fistule, passant par les soins palliatifs. Donc, mais la prise en charge du cancer de l'ovaire est bien codifiée. On fait le diagnostic pour les stades 2 à 4. On sait très bien qu'il faut faire une cytoréduction première. Si ce n'est pas possible pour des raisons anatomiques ou pour des raisons d'état général de la patiente, on fait une chimiothérapie néoadjuvante. Et cette chimiothérapie néoadjuvante, elle est donnée afin d'améliorer l'état général de la patiente pour pouvoir faire une cytoréduction complète. Puis ceci est suivi par une chimio-adjuvante, puis il y a le monitorage pour essayer de voir s'il y a une rechute, ou bien on essaie de donner un traitement de maintenance, on va voir tout ça. Et puis, on fait le diagnostic de la récurrence. Une fois qu'il y a une récurrence, on va essayer soit de donner une thérapie pour un traitement systémique, soit de faire une cytoréduction secondaire. Mais en fait, tous les organismes internationaux poussent vers une chirurgie première afin de réduire le maximum de la maladie et le but, c'est non seulement réduire le maximum, enlever tout ce qui est visible, quand c'est possible. Quand ceci n'est pas possible, il faut passer par une chimiothérapie néoadjuvante. Ceci n'est pas possible pour des raisons anatomiques. On a le mésentère qui est envahi, une pédiculite hépatique, donc des zones non résécables. Et donc, en fait, dans ces cas-là, on commence par une néoadjuvante et éventuellement, on reprend la chirurgie. Mais le principe de la chirurgie, toujours, c'est passer par un R0. Et ce qui est très important, le gynécologue-oncologue doit évaluer la patiente dès la première main. Et non pas un oncologue médical qui va dire, bon, tiens, je vais commencer une chimio néoadjuvante avec une cytologie péritonéale, et alors que la patiente peut être opérée d'emblée et bénéficier d'une cytoréduction complète dès la première main. Et ici, ça c'est le NCCN de 2021, toutes les patientes qui sont suspectes d'un cancer de l'ovaire, qui sont prises en charge par un gynécologue-oncologue dès le début, il y a un impact sur la survie, un avantage sur la survie. Donc, l'évaluation va se faire bien sûr par une imagerie et éventuellement par une célioscopie exploratrice. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons. Nous faisons une célioscopie exploratrice afin de voir l'étendue de la maladie. On fera une biopsie, avoir un diagnostic histologique. On peut faire une biopsie sous scan, mais ça, c'est réservé pour les patientes qui ne peuvent pas être endormies, qui sont vraiment très fatiguées. Mais donc, une célioscopie exploratrice, on va évaluer tout le ventre, on va évaluer l'étendue de la carcinose et voir si elle est résicable. Bien sûr, si certaines zones au niveau du péritoine sont envahies, par exemple la racine du mésentère ou bien l'implantation du méso sur le grêle, et on va faire ce qu'on appelle une stadification, un index, c'est ce qu'on appelle le PCI, l'index de carcinose. Et comme vous voyez ici, l'abdomen est divisé en 9 cadrans et il y a 4 autres, donc il y a 13 cadrans. Les 4 cadrans, c'est pour le grêle. Donc, vous voyez l'importance du grêle. Quand le grêle est envahi, c'est un facteur de limitation qui est très important parce que sans le grêle, la patiente ne peut pas vivre. Donc, il faut aborder dans le cas où on va faire une chirurgie première par une incision xiphopubienne. Donc, on sait déjà que la patiente est résécable. Donc, le scénario qu'il faut éviter, d'ouvrir la patiente d'emblée et dire « Ah, tiens, elle est inopérable ». Ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter, c'est à proscrire. Donc, il faut faire une xiphopubienne. Si vous vous retrouvez en cabinet de consultation avec une patiente qui vous a dit « J'ai eu une chirurgie complète du cancer de l'ovaire,
montrez-moi votre abdomen, madame. Vous voyez une incision sus-ombilico-pubienne ou ombilico-pubienne. Vous êtes sûr que cette patiente n'a pas eu une cytoréduction complète. Donc, il faut faire une incision xiphopubienne afin d'explorer tout l'abdomen et éventuellement de permettre de faire une cytoréduction sus-mésocolique. Et ça, c'est important parce que ça, c'est connu depuis presque 20 ans. Ça, c'est la méta-analyse de Bristow qui a montré que pour chaque augmentation de 10% d'exérèse de la carcinose, donc pour chaque 10% qu'on enlève, il y a 5,5% d'augmentation de survie. Donc, si vous êtes à 100% de cytoréduction complète, vous avez une médiane de survie de 40 mois, ce qui est énorme. Et ça, c'est un papier qu'on connaît depuis bientôt 40 ans. On sait très bien que, ça c'est dans Obstetrics and Gynecology, on sait très bien que, dépendamment des sous-spécialités, quand on est gynécologue-oncologue, la certification complète est faite en 97%. L'obstétricien, qui a fait peut-être 3-4 cancers de l'ovaire dans son internat, il connaît un peu le principe, mais il ne sait pas les faire. La certification est faite dans 52%. Et donc, bien sûr, le chirurgien digestif est de 35%. Et le scénario classique qu'on retrouve dans les hôpitaux périphériques ou dans les hôpitaux en général, dans les hôpitaux généraux, l'obstétricien qui tire sur la tête du bébé pour l'accoucher va venir demander au chirurgien pour venir l'aider dans la cytoréduction de sa maladie. Et là, c'est le borne qui se fait guider par un aveugle. Et là, vous voyez, le résultat, c'est la patiente qui va payer les dividendes. Donc, et ça, c'est très important parce que quand on a une cytoréduction complète avec microscopique, regardez la survie. Comparé à quand on a 1 mm, regardez combien elle chute. Quand on a 2 cm de résidus, regardez combien elle chute. Donc, c'est très important. Donc, c'est très important d'avoir un centre tertiaire multidisciplinaire avec des gynécologues, oncologues expérimentés. Et aux États-Unis, c'est une statistique aux États-Unis, la majorité des patientes qui ont un cancer d'ovaire sont diagnostiquées dans des hôpitaux généraux. Et dans ces hôpitaux généraux, excusez-moi, ils sont diagnostiqués dans des hôpitaux généraux. Et dans ces hôpitaux généraux, ils ont le plus de chances d'avoir leur chirurgie dans ces hôpitaux par des chirurgiens qui n'ont rien à voir avec le cancer de l'ovaire, qui ne connaissent pas la maladie, qui ne connaissent pas comment il faut. Et ça, c'est aux États-Unis. Ce n'est pas au fin fond du monde. Donc, ça, c'est un peu notre petite expérience qu'on a présentée à l'IJCS en présentation orale au Brésil. Et donc, vous voyez ici, on a un intervalle moyen de récurrence qui est de 21 mois, qui est assez bon. Et vous voyez ici que, en fait, les récurrences surviennent surtout dans les stades avancés. Et on a quand même un nombre assez important de non-récurrences pour les stades 3. Et la survie à 5 ans est de 58%. Regardez ici, on a presque à 10 ans une survie qui approche les 40%. Donc, comment essayer de consolider tout ce qu'on a fait? Donc, vous faites une cytoréduction complète, il faut essayer de consolider cette cytoréduction. Comme on a vu, il y a une rechute dans 2 ans. C'est frustrant. Vraiment, c'est frustrant. Donc, la consolidation a commencé, donc l'idée a commencé avec le bevacizumab. Avec l'Avastin, il y a à peu près 10 ans. Donc, l'Avastin a été donné. Et comme vous voyez ici, il y a eu un engouement avec une amélioration de la progression-free survival. Et les deux courbes en matière donc, de progression se sont séparées, mais il y a eu l'effet banane. Donc, les courbes se sont réunies à 24 mois. Donc, malheureusement. Et puis, il y a eu des études, dont ces études-là, je laisserai le docteur Chahine discuter de ces études, qui vont nous permettre d'avoir une consolidation grâce aux anomalies génomiques qui vont être explicitées par le docteur Khoury. Donc, pour ce faire, bien sûr, il faut prélever des tissus qui soient de qualité, éventuellement pour faire cette analyse génétique et pour génétique somatique, et éventuellement avoir un diagnostic et savoir quelle patiente pourrait bénéficier de ce traitement d'entretien. Donc, ce qui est très important ici, c'est que tous les organismes sont d'accord pour les carcinomes séreux de haut grade de l'ovaire, carcinome séreux de haut grade de l'ovaire, le fait qu'en fait, il faut faire
la mutation BRCA et le HRD pour ces patientes-là. Donc, je conclue ici. La cytoréduction première avec une résection complète de la carcinose est essentielle et c'est un rôle majeur dans la prise en charge du cancer de l'ovaire. Le gynécologue-oncologue joue un rôle majeur et il est vraiment la tête de pont dans la prise en charge de cette maladie et son expertise est très importante, mais une équipe pluridisciplinaire, donc les intensifistes, les réanimateurs donc, et les anesthésistes sont très importants ici pour la prise en charge de ces patientes. Le traitement de maintenance actuellement joue un rôle de game changer et on a des prolongations de survie qui sont très importantes et ceci est basé sur les anomalies génomiques qui vont être détaillées par nos confrères. Merci beaucoup. Merci David pour cette très belle présentation. On va continuer dans le même esprit et c'est Dr Courrier qui va continuer. Dr Courrier est un professeur associé à l'Université de médecine de l'Université Saint-Joseph. Il est oncologue, il est oncogénéticien et il est oncologue donc à l'Hôtel Dieu de France. Donc, il va continuer en nous expliquant l'importance du HRD testing dans les cancers des ovaires. Ampik, la parole est à toi. Merci beaucoup, bonsoir, merci pour cette invitation. Donc, je vais essayer dans les 15 prochaines minutes de résumer un peu un concept qui est peut-être un peu barbare, le HRD testing, qui n'existait pas peut-être il y a 2-3 ans et qui est aujourd'hui indispensable dans toute prise en charge d'un cancer de l'ovaire si on veut être up-to-date. Donc, je vais essayer d'aller de la base, de voir un peu de molecular pathology jusqu'à l'implication thérapeutique qu'on va voir avec le HRD. Donc, toujours, il faut savoir que dans l'ADN, il y a des damages qui vont être là. On parle de single strand break of DNA et double strand break of DNA. Donc, quand on a le double brin de l'ADN qui est altéré, à ce moment-là, nous avons plusieurs mécanismes pour réparer cet ADN. Parmi les mécanismes de réparation, nous avons le homologous repair. Et dans le homologous repair, nous avons l'intervention de plusieurs gènes comme le BRCA1, le BRCA2, le PALB2, l'ATM, etc. Et l'altération de la fonction de l'un de ces gènes va mener à la présence de l'accumulation de plusieurs mutations et par conséquent avoir une instabilité chromosomique et cela va engendrer le développement de cancer. Donc, comme on peut voir, la réparation, ce qu'on appelle Homologous Recombination Repair, HRR, c'est un processus assez complexe où nous avons l'intervention de plusieurs protéines qui vont essayer de réparer ces anomalies qui vont être présentes dans l'ADN au niveau du double brin. Et ce processus va mener à l'incrimination du BRCA1, BRCA2, RAD51, PALB2 et du MR1. Donc, cela va mener à cette réparation. Cette réparation est vraiment très complexe où nous avons un grand nombre de protéines qui ont des rôles de sensor, de médiateur ou effector et qui vont agir sur plusieurs niveaux, allant de la résection de ces doubles brins jusqu'à le strand invasion et jusqu'à la réparation. Donc, on parle d'un processus complexe. Quelle est la relation de ce pathway de homologous repair recombination avec l'ovarian cancer? Nous pouvons voir qu'il y a des gènes comme le BRCA1 et le BRCA2 qui sont incriminés dans les cancers du sein et de l'ovaire, ont une importance majeure dans les cancers de l'ovaire avec un high penetrance et relative risk qui est supérieur à 4. Nous avons d'autres gènes comme le BRIP1, le RAD51C et D qui ont un relative risk de 2 à 4 fois et on considère de pénétrance modérée. Et nous avons d'autres gènes qui sont vraiment aujourd'hui encore en stade d'investigation où on peut les considérer de low penetrance. Ce qui est intéressant, vous devez savoir que le HRD ne veut pas dire une seule chose.
mais on parle plutôt d'un statut, c'est-à-dire il peut être relié à des mutations qui sont soit somatiques, soit germinales. Quand on parle de mutations somatiques tumorales, c'est-à-dire on les trouve uniquement au niveau de la biopsie tumorale. Quand on parle de mutations germinales, on les retrouve dans toutes les cellules du corps et se transmettent d'une génération à une autre et sont détectées par une simple prise de sang. Donc, on peut parler de HRD quand nous avons les anomalies BRCA1. Donc, quand on a une mutation pathogène au niveau du BRCA1, on parle de HRD. On peut aussi parler de HRD quand nous avons des anomalies du copy number variation ou bien quand nous avons une méthylation du promoteur du gène du BRCA, c'est-à-dire le gène lui-même n'est pas affecté, mais le promoteur du gène, quand il est méthylé, le gène, il n'est pas bien exprimé et par conséquent, on n'a pas un nombre suffisant de protéines reliées au BRCA. Aussi, nous avons des signatures mutationnelles qui sont assez intéressantes, que je vais les développer dans les slides suivantes. Et nous parlons aussi de genomic scars qui sont reliés avec loss of heterozygosity, le LOH, telomeric allelic imbalance, le TAI, et large scale state transition, le LST. Revenons à l'HRD et l'ovarian cancer. Donc, quand nous parlons de cancer ovarien, nous avons plusieurs types histologiques qui sont présents. Celle qui est la plus fréquente, c'est le high-grade serous ovarian carcinoma. Et nous pouvons voir clairement que plus que la moitié de ce type de cancer de l'ovaire comporte un HRD profile. Et ce qui veut dire que nous devons aller tester devant un cancer ovarien avec ce type histologique si le patient et la patiente est HRD ou non. Bien sûr, nous savons aussi que chaque sous-type histologique a aujourd'hui un pathway différent qui est incriminé dans la pathogenèse du cancer de l'ovaire. Quand nous voulons aller un peu plus loin et voir, nous avons que plus que 50%, comme le professeur Atala vient de mentionner, des cancers de l'ovaire ont ce profil de homologous repair deficiency. Ça peut être relié à des mutations BRCA1, BRCA2 en germinal, qui représentent 14-15%. Mais le reste est relié à des mutations somatiques, qui représentent 6%, méthylation du promoteur et altération au niveau d'autres gènes. Comment on va détecter et comment on va pouvoir dire aujourd'hui en 2021 que si la patiente est HRD, donc elle a un déficit dans cette réparation. Donc, il y a 3 modalités pour évaluer et aujourd'hui, nous avons des tests qui sont déjà bien établis et qui comportent plusieurs scores en même temps. Je vais m'expliquer dans les slides suivants. Donc, avant tout, allons voir que la mutation ou la présence de méthylation du promoteur, c'est l'une des causes qui vont mener à l'HRD. On a la mutation BRCA qui est pathogène, on peut dire que la patiente est HRD. Deuxièmement, nous avons tout ce qui est des functional assays et surtout au niveau du RAD51. Donc, c'est un test fonctionnel qui va aller voir si cette protéine existe ou non. À ce moment-là, si elle n'existe pas, on va parler de HRD. Nous avons aussi des scores qui sont hyper intéressants aujourd'hui, basés sur plusieurs paramètres, comme le Genomic Instability Score, le GIS, qui va aller baser sur le LOH, la LST et le Telomeric Imbalance Score, aller nous dire s'il y a une instabilité génomique ou non. Mais aujourd'hui, nous avons des tests qui sont bien établis, comme le Foundation One Medicine ou le Myriad Choice. Ces tests-là vont combiner plusieurs modalités, aller rechercher les mutations BRCA1, BRCA2, mais aussi faire des scores basés sur le GIS ou bien sur le LOH, le Loss of Heterozygosity, ou bien le GIS score. Donc, allons un peu plus en détail. Donc, la première méthodologie, c'est la recherche de mutations
ou bien de méthylation. Les mutations vont être recherchées en germinal par une prise de sang au niveau du BRCA, ou bien les gènes qui sont dans le homologous repair pathway non BRCA, ou bien aller rechercher les gènes en somatique, c'est-à-dire en tumoral, au niveau de BRCA, ou bien des gènes qui sont incriminés dans le HR pathway, et cela va mener au profil HRD. De même, si on a une méthylation du promoteur du gène BRCA, ça va mener aussi à la diminution de l'expressivité de ce gène et par conséquent mener à une mauvaise réparation. Le Functional RAD51 assays, comme on a dit, quand on a une diminution du RAD51 sur l'immunofluorescence staining and scoring, moins que 20%, on parle de HRD score. Et ici, c'est un test simple et facile à faire. Pour les genomic scars, loss of heterozygosity, c'est un système où on a l'absence de l'un des deux allèles du chromosome. Quand on parle de télomère, c'est la dernière partie du chromosome. On a un imbalance, comme on voit dans le deuxième schéma. Donc, on a une perte au niveau télomérique et par conséquent, on a une balance qui est perdue. Et quand on parle du LST, c'est des grosses parties du chromosome, ou bien elles sont inversées ou passent d'un allèle à un autre et causent une instabilité génomique. Donc, ces facteurs-là qui sont reliés à des anomalies chromosomiques, intrachromosomiques, vont mener à une instabilité génomique. En pratique, comment faire? Aujourd'hui, le HRD score, on ne fait pas seulement un panel de gènes. Non. Aujourd'hui, pour parler de HRD score, nous avons des scores qui sont performants, des testings comme le MyChoice, dans lequel, comme j'ai bien dit, nous avons un score de GIS, Genomic Instability Score, avec un cut-off, moins que 42 et plus que 42. Plus que 42, c'est positif. Et aussi la recherche des BRCA1-2 en tumoral. Et ces deux facteurs-là vont mener à dire si le patient est HRD positif. Et des études qui ont été faites et qui vont être détaillées par le professeur Shehin pour l'olaparib, par exemple en frontline, quand on va faire une maintenance par l'olaparib et le bevacizumab post-chimiothérapie, ce score est le meilleur et il a été testé dans l'étude. Aussi le Foundation One, qui est un score un peu différent, qui est basé aussi sur la recherche du BRCA1 et 2 en somatique. Il a aussi le LOH score, Loss of Heterozygosity, avec un cut-off de 16. Donc, plus que 16, nous avons le Loss of Heterozygosity. Et l'étude qui a mené à l'approval de l'olaparib en maintenance en deuxième ligne a mené à utiliser le test de Foundation One. Donc, actuellement, il y a des consensus qui ont été faits sur ces tests-là. Ces consensus-là ont montré que le BRCA mutation testing en germline ou tumoral a un good clinical validity. Mais par exemple, si on parle d'autres gènes en dehors du BRCA qui sont incriminés dans le homologous repair pathway, on n'a pas de data suffisante pour dire que ça veut dire que c'est un HRD. Ou bien quand on parle des gènes promoteurs du BRCA1 ou du RAD51, on ne peut pas dire que ça fait partie du HRD. Donc, actuellement, chaque indication doit se baser sur des études claires. Par exemple, si on parle de la maintenance en première ligne, ce qui est intéressant, le germline et le tumoral mutation ont une validité qui est de good. Mais par exemple, dans le first line, le genomic instability est important comme facteur. Mais le loss of heterozygosity dans le Foundation One, we don't have any evidence. Donc, le testing actuellement, il est important de parler de HRD en gros, mais il faut aller valider ces tests dans des laboratoires spécialisés. Aujourd'hui, certains centres essayent de trouver eux-mêmes des HRD pour rendre les choses plus disponibles, plus proches des patients, pour ne pas faire les patients des tests qui coûtent actuellement 3 500 à 4 000 $ par test, qui n'est pas à la portée de tout le monde.
vu que ça va être impliqué dans la prise en charge de tous les cancers ovariens. Donc, juste un petit mot sur le rôle des inhibiteurs de PARP qui vont être détaillés par le professeur Chahine. Il faut savoir que les PARP rentrent dans la réparation de single strand break de l'ADN. Donc, quand ils réparent le single strand break de l'ARN, quand on a des inhibiteurs de PARP, il y aura un cumul de single strand break qui vont mener au double strand break. Et à ce moment-là, quand on a un système de réparation qui est performant, les cellules vont pouvoir vivre. Mais si on a des anomalies au niveau du HRD, donc on a homologous repair deficiency, les cellules vont mourir. Donc les cellules, quand on utilise les PARP inhibitors et ils sont HRD, à ce moment-là, on pourra arriver à tuer ces cellules et à ce moment-là, les PARP inhibitors seront plus efficaces et fonctionnels. On a débuté à utiliser les PARP dans les BRCA, mais on a remarqué qu'il y a d'autres types d'ovaires qui peuvent bénéficier des PARP. D'où était le concept de HRD, ne pas se baser seulement sur la présence mutationnelle, mais essayer de voir par des scores, par recherche du promoteur, par les genomic scars, par le RAT51, essayer de voir quels sont les cancers de l'ovaire qui peuvent bénéficier de ces traitements. Donc, actuellement, le HRD est hyper nécessaire comme take-home message pour la prise en charge des cancers ovariens. On le fait au moment du diagnostic et le professeur Attal insiste de le faire chez tous les patients qui sont diagnostiqués de cancer de l'ovaire, vu leur implication imminente même en première ligne. Aussi, ils ont un rôle prédictif important aux PARP inhibitors. Nous avons plusieurs modalités de prise en charge et de détection du HRD, allant des mutations génétiques en germinal et somatique à la recherche des genomic scars et aussi du functional RAT51 assay. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez départager votre présentation, s'il vous plaît? Voilà. Tant pis pour cette très belle et très instructive présentation. Là, je vais demander au professeur Chahine, qui est ancien chef de service d'oncologie à l'Hôtel-Dieu et qui est, si j'ose dire, le père de l'oncologie à l'Hôtel-Dieu et au Liban, donc un des pionniers de l'oncologie au Liban, donc qui nous fait l'honneur de nous parler sur les inhibiteurs de PARP dans les cancers de l'ovaire. Le professeur Chahine, the floor is yours. Merci beaucoup. Ça fait plaisir quand même de venir assister avec vous, David. Tu sais l'affection que j'ai pour toi avec Astarté. Et ça va me faciliter la tâche parce qu'il y a quelques diapos, je vais passer rapidement, puisque vous avez expliqué et Ampik a très bien présenté. Je félicite Ampik pour l'excellente présentation. Et toi aussi, tu as présenté aussi le côté, l'importance de la chirurgie dans les cancers de l'ovaire. Donc moi, je vais parler, j'ai fait comme thème les current landscapes, ça veut dire la vision globale des cancers de l'ovaire. Et là, on va voir que je vais passer rapidement sur certains diapos, juste pour aller sur l'essentiel. Donc, première diapo, s'il vous plaît. Ça, c'est comme David a dit, la plupart des cancers de l'ovaire, malheureusement, sont à 75% à un stade avancé, soit stade 3, donc atteinte péritonéale, soit stade 4, donc atteinte subdiaphragmatique, qui sont une atteinte pleurale ou quelquefois hépatique. Donc, la majorité, 75%, ce sont des cas avancés de cancer de l'ovaire. Nouvelle diapo, s'il vous plaît. Et là aussi, j'insiste, je suis d'accord avec David, le rôle de la chirurgie est essentiel. Et il n'y a que le chirurgien expérimenté, j'insiste, le chirurgien expérimenté, un gynécologue oncologue expérimenté, qui peut évaluer si la patiente doit être opérée d'emblée, donc une chirurgie première qui va conditionner le bénéfice, et on est d'accord que le but, c'est d'avoir un R0, ou bien de faire une chimiothérapie néoadjuvante suivie de chirurgie. Et là, j'insiste, il ne faut pas tarder. C'est 3 à 4 cycles maximum. Il ne faut pas aller faire toute la chimiothérapie qu'on fait pour le cancer du sein. Il faut aller juste à 3 ou 4 cycles maximum avant d'évaluer la chirurgie, qui doit être une chirurgie R0, et de compléter le traitement par ce qu'on dit. Donc, le but essentiel du traitement des cancers de l'ovaire, c'est 1, donc une bonne chirurgie R0, et 2, une bonne équipe
multidisciplinaire qui va travailler dans ce sens-là et ne pas dire je suis prioritaire. Non, la priorité va au chirurgien qui évalue est-ce qu'on opère ou est-ce qu'on fait une chimiothérapie adjuvante. Nouvelle diapo, s'il vous plaît. Là aussi, pour faire entrer le cas de BRCA dans les mutations de cancer de l'ovaire, on sait depuis longtemps que le BRCA1 et BRCA2 sont impliqués dans les cancers de l'ovaire. On verra plus tard que c'est l'implication thérapeutique, mais là, on sait sur le plan pronostic que c'est important parce que si on a un BRCA1, attention, on a 39 à 45% de risque d'avoir un cancer de l'ovaire, de développer un cancer de l'ovaire. Si on a un BRCA2, le risque de faire un cancer de l'ovaire est moindre. On passe de 10 à 27%. Et si une personne normale n'a un BRCA normal, l'incidence de cancer de l'ovaire est de 2%. Donc, le BRCA est connu depuis longtemps dans sa relation avec le cancer de l'ovaire et on est content maintenant d'avoir des protocoles de PARP inhibiteur. Nouvelle diapo, s'il vous plaît. Ça, c'est Ampik a bien parlé. Il y a les mutations dans les BRCA germinales qui sont dans toutes les cellules, les mutations somatiques sporadiques qui sont uniquement au niveau tumoral. Et le HRD implique des mutations à la fois germinales et sporadiques et d'autres mutations. C'est pour ça qu'on a le BRCA qui touche à peu près 14 à 18% des patients. Le HRD va toucher 40 à 50% des patients. Nouvelle diapo, s'il vous plaît. Voilà. Ça, c'est un landscape, ça, c'est toujours, on aime toujours dire ça, qu'il y a eu très peu d'avancées thérapeutiques jusqu'aux années 2014. Moi, j'ai la chance d'être depuis les années 80, donc oncologue depuis les années 80, avec Gustave aussi, puis au Liban depuis 84, et on n'avait rien. C'est vraiment, depuis les années 2014, un petit peu avant, disons, avec l'Avastin, qu'on avait fait un peu d'avancées thérapeutiques. Et là, maintenant, on voit les avancées. Toutes les avancées de 13 nouvelles indications sont essentiellement liées au PARP inhibiteur, que ce soit l'olaparib, que ce soit l'iraparib ou ricaparib. Et la majorité des études sont dans ce sens-là. Donc, les avancées thérapeutiques, ça a été les avancées thérapie de VEGF, donc l'Avastin. Puis 2, maintenant, ce sont les PARP inhibiteurs qui vont transformer dans les années qui viennent le pronostic des cancers de l'ovaire qui, malheureusement, comme a dit David au départ, continuent à mourir. La majorité des patientes vont avoir des récidives. Nouvelle diapo, s'il vous plaît. Ça, c'est donc le FDA approval, donc le laparib, le ricaparib et le niraparib. Je vais étudier dans le détail pour dire que tout ça, c'était depuis 2014, 2016, 2017, 2019 et 2020. Ça, ce sont les études qui ont été... Là, c'est important de remettre dans le contexte. Un cancer de l'ovaire est diagnostiqué à J0, on fait un staging and debulking, on fait une première chimiothérapie, on essaie de faire une maintenance. La plupart des malades vont malheureusement progresser. On fait une deuxième chimiothérapie, maintenance, ils vont progresser, chimiothérapie 3, etc. Ils vont mourir finalement de leur maladie. Donc ça, c'est important. Ce qu'on va pour les PARP inhibiteurs, ce qui est important, là, on a mis sur les choses, c'est qu'est-ce qui a été FDA approved, c'est en marron. Donc, on a des FDA approval de PARP inhibiteurs dans les maintenances en première lignée, on verra pour qui. On a des FDA approval en maintenance en deuxième lignée, on verra dans quelle maladie. On a, bien entendu, en phase pré-terminale, on a le FDA approval aussi de PARP inhibiteurs. Nouvelle diapo, s'il vous plaît. Voilà, donc le FDA approval de PARP inhibiteurs. Premièrement, nous avons le chef de file qui était l'olaparib, donc qui est indiqué donc, en première ligne de maintenance pour les BRCA mutés des cancers de l'ovaire qui sont en rémission complète ou partielle après chimiothérapie, après le platinum. Il est indiqué en première ligne de maintenance dans les thérapies en combinaison avec l'Avastin pour les cancers de l'ovaire en rémission complète ou partielle après chimiothérapie par platinum et qui ont un HRD positif ou un BRCA positif. Donc ça, c'est les deux indications de l'olaparib. Il est indiqué en maintenance pour les cancers récurrents qui sont en rémission partielle ou complète après chimiothérapie platinum, quelles que soient les mutations BRCA, ça c'est la troisième indication. Et on a en quatrième lignée, à côté, on peut l'avoir pour toutes les patientes qui ont une mutation germline BRCA mutation. Donc, ça, c'est pour l'olaparib. Le niraparib est plus passionnant parce que le niraparib, lui, est indiqué en première ligne de maintenance dans les cancers de l'ovaire en rémission complète ou partielle, quel que soit le BRCA muté. Ça, c'est l'importance et la différence avec l'olaparib. On peut donner niraparib en première ligne de maintenance, quel que soit le BRCA muté. On verra tout à l'heure qui est important. Il est indiqué aussi en maintenance dans les cancers récurrents, en complète rémission complète ou non, avec le BRCA, quel que soit le BRCA, et en dernière lignée. Et puis le ricaparib aussi maintenant, surtout dans les cas de patients récurrents. Nouvelle diapo, s'il vous plaît. Donc,
Quand et comment utiliser les PARP inhibiteurs dans les cancers d'ovaire? La question qui se pose. Ça, je ne vais pas passer parce que Ampik a bien parlé de cette histoire de réparation cellulaire. Voilà, l'importance, c'est 50% des patients ont un homologous deficient repair. Ça, c'est très important. 50% des patients peuvent bénéficier d'un traitement par PARP. C'est ça qui est important et que ça a été signalé par Ampik. Nouvelle diapo, s'il vous plaît. Un point important qui a été souligné par Mirza, je sais que c'est que l'importance, l'hypothèse de la concentration du PARP. Et ça, Ampik en a parlé un peu. Ça veut dire si on a un BRCA wild type, si on a une grosse concentration de PARP, on peut avoir un bénéfice quand même, une sensibilité plus grande que si on a une concentration du PARP inhibiteur qui est moindre, donc low ou high. Donc ça, c'est une notion importante de la concentration qui peut jouer un rôle dans l'activité ou dans la réponse ou dans l'amélioration des réponses des PARP inhibiteurs dans les BRCA wild type, non mutés. Nouvelle diapo, s'il vous plaît. Voilà donc la propriété donc la différence des PARP inhibiteurs. Niraparib a une meilleure concentration tissulaire, donc vous avez l'olaparib que le rucaparib. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on a trois drogues différentes, niraparib, olaparib, rucaparib. Il ne faut pas jouer sur les mots. C'est-à-dire on ne peut pas utiliser l'olaparib dans une étude qui a été faite pour niraparib et l'inverse. Donc la PARP inhibiteur diffère en termes de biochimie et de propriété. Il ne faut donner le PARP que dans l'indication qui est indiquée pour lui. Donc chaque indication doit suivre son cheval. Niraparib pour niraparib, olaparib, et ainsi de suite. Nouvelle diapo. Voilà donc comment ça se donne. Ce sont l'avantage, ce sont des capsules, c'est un traitement oral. On donne l'olaparib à la dose de 300 mg 2 fois par jour. On donne le rucaparib à la dose de 600 mg 2 fois par jour. On donne le niraparib à la dose de 300 mg par jour en une dose. Donc ça, c'est important parce que c'est lié. Et puis, on est amené à diminuer les doses, à réduire les doses en cas de toxicité ou bien interrompre pour cas de toxicité majeure. Donc ça, c'est l'avantage. Ce sont des traitements oraux donnés 2 fois par jour à 300 mg 2 fois par jour olaparib, 600 mg 2 fois par jour rucaparib ou 300 mg par jour pour le niraparib. Nouvelle diapo, s'il vous plaît. Donc, quand doit-on utiliser la WEN? Ça, c'est important. Quand utilise-t-on le PARP inhibiteur? Donc, on va commencer, comme les études ont été faites. Au début, dans les cas de résistance, nous avions des patients qui ont résisté au platinum. Donc, BRCA muté, attention, BRCA muté résistant au platinum. Et là, on a les 3 études, l'olaparib, rucaparib, niraparib, qui ont, dans ces indications-là, BRCA muté, quelle que soit la ligne de chimiothérapie, qu'on a eu des réponses importantes en termes de résiste, de 30 à 50% de réponse avec une médiane de 9 à 10 mois. Donc, les patients résistants à tous les traitements, après plusieurs lignées thérapeutiques, 2 ou 3 lignées thérapeutiques, qui ont un BRCA muté, bénéficient toujours d'un traitement par PARP inhibiteur, quel que soit le PARP inhibiteur. Donc, ces patients-là, c'est déjà catégorique. Nouvelle diapo, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est les patients résistants. Les patients sensibles et qui ont récidivé au platinum résistant. Donc, ça, c'est la nouvelle diapo, s'il vous plaît. Donc là, nous avons des études pivotales. C'est le SOLO, vous connaissez tous le SOLO 2, le NOVA pour l'iraparib et le LARIEL pour le rucaparib. Ça, c'était des traitements pour les patients qui ont pivotal, donc pour les patients qui sont sensibles en maintenance. Donc, olaparib versus placebo, niraparib versus placebo ou rucaparib versus placebo. Et on voit que tout le monde bénéficie. Hazard ratio, c'est de tout 0,35, 0,27, etc. Donc, 60 à 70% de réponse avec une médiane qui est double. Donc, de 19 mois contre 5 mois, de 21 mois contre 5 mois, de 16 mois contre 5 mois. Donc, les personnes sensibles, à platinum sensible, répondent encore beaucoup mieux au traitement par PARP inhibiteur quand elles sont données au début. Et on voit les courbes, s'il vous plaît, la nouvelle diapo. Voilà les courbes. Donc, pour l'olaparib, dans le SOLO 2 trial, pour le niraparib dans le NOVA et rucaparib, toutes marchent bien. Donc, dans les BRCA mutés, en phase 3, les PARP inhibiteurs en maintenance, toutes les personnes répondent à n'importe quel produit, que ce soit olaparib, niraparib, rucaparib. Si elles sont mutées et si elles sont sensibles, la réponse est excellente. 19 mois contre 5 mois, 14 contre 5, 16 mois contre 5 mois, et c'est excellent. Donc, nouvelle diapo, s'il vous plaît.
Maintenant, si on a des PARP inhibiteurs versus placebo en maintenance sans BRCA muté ou HRD. Et là, pour cette indication, donc des personnes sensibles aux cisplatine, qui se font en donner une maintenance, qui n'ont pas de mutation BRCA, qui n'ont pas de HRD, seul le niraparib est actif. Seul le niraparib, regardez au milieu, c'est le seul qui a donné 6 mois contre 3 mois. Ce sont des patients qui répondent moins bien. Le niraparib ne répond pas et ne répond pas au rucaparib. Donc, on ne doit jamais donner aux personnes sensibles, même chimiosensibles, en maintenance, que le niraparib et pas d'autres traitements s'ils ne sont pas BRCA mutés ou HRD mutés. Nouvelle diapo, s'il vous plaît. Voilà, les toxicités, ça j'ai mis un peu pour les safety profiles. Donc, les patients, essentiellement, c'est les nausées et vomissements. Donc, des grades 2, plus que 3, c'est 3 à 4%. L'anémie, autour de 19%. Neutropénie dans 5%. Des multiplications. On a eu des interruptions donc, de 25%. On réduit les doses avec l'olaparib et le niraparib 34%, plus avec le rucaparib. Et on a interrompu les patients, très peu ont interrompu, moins que 4% interrompent le traitement pour toxicité. Donc, la plupart sont des choses qu'on peut contrôler par la réduction de la dose du traitement. Nouvelle diapo, s'il vous plaît. Donc, en maintenance, donc première ligne en maintenance, thérapie en maintenance, là encore. Donc là, c'est le solo 1, c'est la maintenance. Donc, les patientes qui ont une mutation BRCA, qui ont terminé le traitement donc, nouvellement diagnostiqué, stade 3-4, high-grade serous endométrial carcinoma, ou bien tumeur trompe de Fallope, BRCA muté, bon état général, cytoréduction chirurgicale importante, réponse partielle ou complète au platinum. Donc, si on donne l'olaparib en maintenance ou à placebo, nous allons voir que le PFS et la nouvelle diapo, s'il vous plaît. Ça, c'est montré que la baseline, les caractéristiques sont les mêmes. Dans les deux groupes, il n'y a pas de biais dans les groupes. Nouvelle diapo, s'il vous plaît. Et regardez la différence. Quand on donne l'olaparib à des patients qui viennent de terminer leur traitement de chimiothérapie et qui sont BRCA mutés, regardez la différence. On est autour à 5 mois, on est 48% contre 21%, un hasard de 56 mois, PFS 56 mois contre 13 mois. Hazard ratio 0,33, ça veut dire 67% de réduction de celui. Donc, c'est excellent. Donc, à toutes les patientes, c'est pour ça que, et on insiste, et je suis d'accord avec David et Ampi, il faut pour chaque patient qui est déjà diagnostiqué pour un cancer de l'ovaire, faire le HRD aujourd'hui et faire le BRCA1, BRCA2 parce que la survie dépend de ces patientes. Regardez la différence dans le solo 1 trial pour les BRCA mutés. Nouvelle diapo, s'il vous plaît. Pour le prima trial, là encore, donc ça, c'est le niraparib. Niraparib a pris des patientes encore plus agressives. C'était des patientes nouvellement diagnostiquées après 6 à 9 cycles de chimiothérapie, de haut risque de récidive. Elles avaient reçu un traitement néoadjuvant était permis. Il y avait aussi permis d'avoir des patientes avec des masses résiduelles après chirurgie de debulking, ce qui n'est pas une bonne chose pour les patientes, et qu'il y a des patients qui étaient inopérables stade 3 ou quelquefois certains stade 4. Donc ça, les patientes ont été randomisées, quel que soit le type, c'était plus agressif que les patientes dans l'olaparib, soit de recevoir 300 mg donc, de niraparib par jour contre placebo, et le traitement devait être maintenu jusqu'à 36 mois. Et vous allez voir que, nouvelle diapo s'il vous plaît, là c'est les balances pour montrer que les patientes étaient bien équilibrées dans le prima trial. Nouvelle diapo s'il vous plaît. Et là, ça c'est ce qu'a insisté donc, sur les tests à faire. Ils avaient choisi pour le niraparib le My Choice que Ampik Dontrapé a parlé et dont le score est de 42. Moins que 42, c'est négatif, plus que 42, c'est positif. Et ça, c'était le score de My Choice, le score qui a été utilisé et pas le Foundation One. Nouvelle diapo, s'il vous plaît. Voilà. Et regardez pour les patients ici, pour des patients beaucoup plus agressifs, là encore, on est pratiquement à 57% de réduction de risque de récidive ou de mort par niraparib. Donc ça, c'est des patients beaucoup plus agressifs, 21 mois contre 10 mois. Et là, ça montre l'avantage et le bénéfice des traitements de PARP inhibiteurs pour ces patientes-là. Nouvelle diapo. Donc, prima safety, là encore, on a vu que la réduction, c'est 70%, on réduit les patients, mais l'interruption ne déplace pas 4% de ces patientes-là pour arrêter dû essentiellement à la thrombopénie. Donc, très peu d'arrêt de traitement, beaucoup de réduction de doses, et ça, c'est la plupart des effets secondaires étaient contrôlables et traitables. Nouvelle diapo. Donc là, c'est donc le prima PFS, donc avec HRD ou sans HRD, vous allez voir que c'est les importances. Avec HRD, les différences sont beaucoup mieux. Hazard ratio 0,40 ou 0,50. Non HRD 0,68.
Donc, niraparib agit dans toutes les situations, même en dehors de HRD positif, mais avec des réponses beaucoup moindres, bien entendu, si le patient est BRCA muté ou non muté. Nouvelle diapo. Donc, ça, c'est pour dire que le PRIMA, c'est le FDA approval, ça, c'est on a dit, FDA MA approval pour un niraparib, pour la maintenance des traitements des cancers de l'ovaire de l'adulte, quelle que soit la situation, après résection complète ou incomplète, en première ligne sensitive de chimiothérapie sensible, au platinum sensitif. Donc, le PAOLA, ça, c'est les maintenances, donc association de tout qu'on utilise quelquefois, donc olaparib et bevacizumab avec Avastin, après un traitement initial de cancer, pour le cancer de l'ovaire. Donc, c'est des patientes qui étaient nouvellement diagnostiquées de cancer de l'ovaire, en rémission complète ou partielle, après un traitement chirurgical ou traitement de chimiothérapie adjuvante et traitement intervalle chirurgical. Le standard taxol platine, bien entendu, plus que 3 cycles. Si on donne olaparib, bevacizumab ou bevacizumab tout seul, c'était ça la randomisation. Et on va voir que l'association donc olaparib, bevacizumab, nouvelle diapo s'il vous plaît. Donc ça, c'est HRD, 48% de patients HRD positifs, comme on peut s'attendre à ces patients-là dans le groupe de PAOLA 1. Nouvelle diapo. Et là encore, qu'est-ce qui a été prouvé? Les patientes HRD positifs, donc avec inclusion de BRCA1, font très bien. Les HRD positifs sans BRCA1, qu'on a su qu'il y a sans BRCA1 ou BRCA2 positifs, font très bien. Mais les HRD négatifs, il ne faut pas. Donc, il ne faut pas donner l'olaparib aux patientes HRD négatives ou BRCA négatifs. C'est le message du PAOLA 1. Mais il faut donner à toutes les patientes qui sont positives. Et là encore, c'est pour la réduction, pour dire que la réduction, c'est même pas 4% de réduction d'arrêt de traitement. Et les toxicités, on les connaît très bien, essentiellement diarrhée, quelquefois hypertension, mais très peu de grade 3, essentiellement anémie de grade 3 et quelquefois thrombopénie qui nécessite réduction et arrêt de traitement. Nouvelle diapo. Donc là encore, à partir du PAOLA 1, l'association olaparib bevacizumab a été indiquée pour les traitements pour les patientes HRD positives qui ont terminé ou qui sont un traitement par taxol platine qui sont encore chimiosensibles. Nouvelle diapo. Là, voilà les études pour dire que nous sommes dans l'ère des traitements de thérapie ciblée. Nous sommes très contents de regarder le Solo 1, Solo 2, PAOLA, Ariel, Nova, Prima, et c'est très bien. Et puis nous avons les 2 études qui étaient la base du bevacizumab, Oceans et GOG 2213 et GOG 2218 et Aurelia. Ça, c'est les bases du traitement des cancers de l'ovaire aujourd'hui, en 2021. Et voilà l'intégration des PARP inhibiteurs qui deviennent un élément majeur, essentiel et qui va nous permettre, j'espère, d'avoir de meilleures survies pour nos patients qui, malheureusement, continuent à mourir de la maladie, malgré de bons résultats au départ et de bons résultats qui sont satisfaisants pour quelques années et qui, malheureusement, ne se traduisent pas par une survie globale pour la majorité des patients. Je crois que je m'arrête là. Voilà, ça, c'est les indications. Je m'arrête là. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas trop tardé, je n'ai pas dépassé mon temps. C'est parfait, c'est parfait. Merci beaucoup pour ce survol. Vraiment, c'était une très belle présentation. Je remercie tous les orateurs, les radiologues, les oncologues, Rampik et Dr Chahine, pour ces présentations vraiment instructives et qui ont mis le point sur cette maladie qui vraiment est très frustrante. On traite cette maladie, la patiente va très bien. Au bout de 2 ans, bam, on a de nouveau, on attend. Si elle ne récidive pas, au bout de 2 ans, on se dit il y a un problème. Donc, et dans la majorité des cas, on se retrouve devant des récidives et très fréquemment, ces patientes vont mourir au bout de 5, 6, 7, 8, parfois 10 ans. On a des survies, heureusement, dans nos séries qui sont de 20 ans presque, bientôt 20 ans. Mais bon, oui, bien sûr. C'est l'exception. C'est l'exception. Et 20 à 30%, 20 à 20%, malheureusement. Anas, je te laisse la parole. Merci, cher David. Merci pour tous les orateurs. Vraiment, c'est une mise au point très importante. Je dirais même de nouveaux regards sur cette maladie, comme David a dit, tout à fait frustrante. Voilà. Vous ne savez pas par quel bout on allait la prendre, cette maladie. Donc, la parole maintenant, c'est le temps de discuter. On a 5 minutes pour discuter. Si
quelqu'un souhaite, la parole circule à la demande des uns et des autres. Michel, professeur Daher. Oui, bonsoir les amis. Et Bonsoir. merci beaucoup pour toutes les conférences, c'était très instructif, éducatif. Écoutez, je voudrais ajouter un témoignage. Moi qui suis un chirurgien général, qui a débuté sa carrière dans les années 70 et surtout 80, et pour vous dire que en ces temps-là, beaucoup de malades ayant à la fin un diagnostic de cancer ovarien se présentaient en abdomen aigu ou se présentaient aux chirurgiens, se présentaient en chirurgie générale. Et devant la limitation des diagnostics, que ce soit radiologique ou cytologique, histologique, souvent ça finissait par une laparotomie exploratrice pour voir qu'est-ce qui se passe. Et on est surpris devant cet abdomen qui généralement il y a une ascite, une tumeur qui est localement avancée ou bien plusieurs implants sur le péritoine, et la chirurgie finissait par une biopsie et fermeture de l'abdomen. Et là, le message de notre cher ami David, c'est ce qu'il ne faut pas faire, parce que le pronostic des cancers ovariens se joue surtout dans la chirurgie première, c'est-à-dire de première main. Cette malade-là qui a été opérée une première fois a perdu une chance d'avoir une chirurgie plus radicale et de ne pas avoir une double chirurgie, et souvent devant les problèmes avancés qu'il y a, ces patients disparaissent ou bien ne se font plus traiter ultérieurement. Donc aujourd'hui, nous avons deux éléments très positifs. Un, nous avons des gynécologues-oncologues qui peuvent prendre en charge ces patients. Nous avons des moyens de diagnostic qui nous permettent de diagnostiquer à première vue ces malades-là, de savoir qu'on est devant un cancer ovarien à un stade 1, 2, 3 ou 4. Et troisièmement, il y a des avancées sur le plan génétique et sur le plan qu'on a entendu avec Dr Chahine, sur le plan de chimiothérapie. Eh bien, je pense que le pronostic du cancer ovarien aujourd'hui est très différent de ce qu'il a été il y a une vingtaine, une trentaine d'années. Et je pense que c'est le message qui a été envoyé par notre ami David, éviter d'opérer ces malades pour un diagnostic, éviter de faire une chirurgie première qui n'est pas radicale, c'est-à-dire une cytoréduction avec un R0, parce que le pronostic sera très différent dans ces deux cas. Je vous remercie. Très bien. Merci, cher Michel. Écoutez, donc, on a encore quelques minutes pour discuter. Si vous souhaitez faire des commentaires ou poser des questions, profitez de la présence de nos chers orateurs. Est-ce que je peux poser une question? C'est Anne. Anne. Oui. Le soleil apparaît de nouveau. C'est gentil. Non, c'était juste pour savoir si vous saviez, parce que je ne connais pas la réponse, est-ce que pour des patientes HRD positifs ou BRCA1 ou BRCA2 qui ont échappé à l'inhibiteur de PARP et qui rechutent, est-ce qu'on a essayé un changement d'inhibiteur? Qui veut Je ne sais pas. cette question? Oui. En général, oui, non. Maintenant, on est en train d'étudier les possibilités dans les, parce qu'une des causes d'échappement, mais il n'y a pas d'études qui donnent l'un à la place de l'autre. Il n'y a pas d'études qui donnent. Pas du tout, non. Non, parce que. Mais par contre, on sait maintenant, d'après l'expérience, que le niraparib semble être le chef de file le plus important, puisque les études en matière de niraparib, c'est la concentration qui semble être jouée et qu'il est mieux concentré sur le plan tissulaire pour avoir de meilleures réponses. Il peut aussi être actif dans les HRD négatifs, ce qui est rare. Les autres ne marchent pas. Ni le caparib, ni l'olaparib ne marchent dans les BRCA négatifs, HRD négatifs, alors que lui peut marcher. Mais il n'y a pas d'études qui sont maintenant de l'un à l'autre.
Et c'est un peu la vie après la vie, et là, donc, le pape après le pape. Donc, il y a eu certains éditoriaux qui ont évoqué cette possibilité de retraiter le pape après avoir eu un échappement après le pape. Donc, mais bon. Ouais, ce n'est pas conclu, ce n'est pas concluant. Très bien. En tout cas, merci pour toutes ces présentations. Elles sont toutes plus passionnantes les unes que les autres, extrêmement brillantes et très, 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 très claires, hein. C'est vraiment impressionnant, hein. Merci à tous. Tout à fait d'accord avec vous, chère Anne. Vraiment, pour le radiologue profane que je suis, ce sont de nouveaux regards sur cette maladie. Bien sûr, je suis informé, il y a des choses qui bougent dans ce domaine, mais vraiment, c'est de regards nouveaux, je dirais. Et puis, nous, les radiologues, les imageurs, on doit s'adapter aussi, s'informer et être au courant, savoir ce qu'on est en train de faire. Et c'est vraiment très bien, très passionnant. Oui, félicitations, hein, c'est un immense plaisir de vous retrouver et vraiment félicitations pour ces présentations très brillantes, et très documentées, très rigoureuses et très claires. Véronique, tu es impressionnante, hein, Oui. avec le fond de Véronique. Là, vraiment, écoute, Véronique, là, franchement, on croirait une publicité pour Astarté. Ben, c'est une Méditerranée, mais bon. Ah oui, mais c'est magnifique. Dis donc là. Ça vous a pas échappé, c'est notre présidente, Véronique Boutet, qui est en Méditerranée. Dans mon cœur, en permanence. Oui, oui. Elle travaille trop là. Hein. Tu travailles trop. C'est pas la Méditerranée, c'est les Caraïbes surtout là derrière. Oui, là vraiment. C'est les Caraïbes, mais la prochaine fois, je vais changer. Voilà. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, puisqu'il n'y a pas, je vais vous passer les informations suivantes. Le mois d'octobre sera chargé d'événements intéressants. Le 1er octobre, c'est Sénolive. Sénolive organisé par Séverine Alran à Saint-Jean. Et donc, Astarté va essayer de relayer, rediffuser en vivo cet événement. En tout cas, vous pouvez, comme nous a promis Séverine, vous tapez senolive.fr, vous enregistrez. Si vous êtes de la part d'Astarté, vous êtes bienvenu et vous pouvez en présentiel ou à distance, vous pouvez participer. C'est une journée très intéressante, très intéressante. Il y a même, Astarté est partenaire, et il y a même une patiente qui fait partie de notre conseil d'administration qui va y participer. Ça, c'est le 1er octobre. Le 7 octobre, c'est un jeudi, c'est un autre jeudi scientifique d'Astarté. Le thème sera des regards croisés multidisciplinaires sur le creux axillaire. C'est important. Radiologie, chirurgie, traitement, etc. Et c'est fait par l'équipe de l'Institut Salah Aziz à Tunis, nos amis tunisiens qui sont toujours en Méditerranée. Le 27 octobre, on va participer à la journée Hôtel-Dieu de scénologie, présidée par le professeur Attallah. Voilà. Vous voyez, donc en octobre, etc. Je ne veux pas vous encombrer, on en sera ça le moment venu. Voilà. Merci encore. Je remercie encore tous les orateurs, tous nos amis qui sont connectés. Le Liban est toujours debout, il restera debout parce que c'est l'Orient, c'est le Levant. Le soleil se lève à l'Orient. Voilà. Passez une belle soirée et à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Ciao. Au revoir.